Alors Philippe Besson, ce n'est pas la première fois que vous venez chez nous, puisque vous étiez là en février 2009 dans l'émission de Vincent Cerruti, on fait le plein pour la trahison de Thomas Spencer. Vous étiez à l'époque, je me souviens, chroniqueur également dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, le matin sur Europe 1. On avait eu l'occasion d'en parler. J'ai eu le plaisir de vous avoir au téléphone en janvier pour Retour parmi les hommes, qui vient d'ailleurs de sortir en poche chez 10-18. Et donc aujourd'hui, vous venez nous parler de Une bonne raison de tuer. C'est votre 12e roman, Une bonne raison de tuer. De se tuer. De se tuer. De se tuer, oui. Ça commence bien. Une bonne raison de se tuer. Est-ce que c'est un bon titre? C'est un titre radical, en tout cas. On peut dire que c'est un titre qui fait parler de lui. Mais il faut dire qu'il est tiré d'une phrase magnifique, terrible de Cesare Pavese, l'écrivain italien, qui écrit en 1938 Une bonne raison de se tuer ne manque jamais à personne. Donc c'est une phrase qui m'a évidemment interpellé, qui en plus a une résonance supplémentaire quand on sait que Pavese s'est tué, s'est donné la mort 12 ans plus tard dans une chambre d'hôtel à Turin. Donc c'est vrai que voilà, quand on est accompagné et hanté par une phrase comme celle-là, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière et de se dire, est-ce qu'effectivement tout le monde à un moment a la tentation du suicide, ou est-ce que tout le monde à un moment peut avoir envie de basculer de l'autre côté? Moi, je suis du côté de la vie, absolument. Voilà, mais ça m'intéresse en tant que romancier de comprendre les raisons qui peuvent amener à ce basculement. Oui, vous avez déclaré dans plusieurs interviews dans la presse écrite que vous n'avez, vous, jamais eu de velléité de suicide. Non. Vous regardez ça comme un sujet, quoi. Oui, je regarde ça comme un sujet. Moi, je suis plutôt quelqu'un en plus d'enjoué, de joyeux dans la vraie vie. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir de motif particulier pour songer à des choses un peu radicales. Mais c'est vrai que le romancier, il va toujours chercher là où ça gratte, là où ça bascule, là où ça se passe pas bien. Toujours, la littérature, c'est ça son rôle et sa fonction. Si on veut raconter des histoires qui terminent bien avec les gens qui chantent colchique dans les prés, ça s'appelle des contes de fées. Moi, ça m'intéresse moins. Donc voilà, la littérature, au fond, c'est comme la vie, c'est une histoire qui finit mal. Très bien. Alors, on va parler de ce livre. Ce sont des récits croisés en parallèle de deux personnages. C'est Boulevard du Crépuscule, comme le titre Frédéric Bréau dans votre papier. Oui, parce que Boulevard du Crépuscule, c'était un clin d'œil à Los Angeles, puisque Philippe Besson revient à Los Angeles. C'est après... je suis en train de chercher. Un homme accidentel. Un homme accidentel, voilà, qui était plus polar, qui se déroulait à Los Angeles. Mais effectivement, Boulevard du Crépuscule, oui, parce que Los Angeles, et puis parce que c'est quand même une histoire triste. Et il y a cette très très belle image à la fin où Laura est au-dessus, à côté, sur le belvédère. Ouais. Qui domine, le soir tombe et qui domine Los Angeles avec toutes les lumières qui commencent à s'allumer. Et puis parce que c'est une histoire sombre. Hein. Comme dit Philippe Besson, c'est un de vos personnages qui dit ça. En chaque nageur, je vois un noyé. Un noyé, oui. Et bon... non mais ça me va, Boulevard du Crépuscule, ça va, parce que vous savez que la traduction américaine c'est Sunset Boulevard, et que évidemment une partie de l'action se passe là-bas, et que par ailleurs quand je vis à Los Angeles, je vis sur Sunset Boulevard en face du Château Marmont, donc ça me va très bien. Et les lumières de Los Angeles, oui. Une référence cinématographique, une autre à laquelle on pense automatiquement, c'est le film d'Ettore Scola, Une journée particulière, étant donné les deux personnages, Laura et Samuel. Alors ce sont deux quadras. Et l'histoire se passe en 2008, le jour de l'élection de Barack Obama. On reviendra là-dessus. Elle, Laura Parker, 45 ans, quittée par son mari, lâchée par ses enfants. Et vous écrivez, depuis 2 ans, elle est sortie de la photo, expulsée du rêve américain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui a été épouse et mère, et qui s'est d'ailleurs épanouie dans ce rôle-là. Elle a voulu ce rôle-là, et elle y a été heureuse, équilibrée, en harmonie. Et puis à un moment, son mari a décidé, alors qu'elle avait 45 ans, de divorcer. Ses enfants sont devenus un peu trop grands, ils ont une vingtaine d'années, donc ils sont un peu distants, un peu indifférents. Ça n'empêche pas qu'ils aiment leur mère, mais voilà, ils s'éloignent. Et elle, tout d'un coup, elle ne sait plus où est sa place. En plus, elle subit une forme de déclassement social, puisqu'elle quitte une existence cotonneuse, bourgeoise, pour se retrouver serveuse dans un diner. Et donc, du coup, elle se pose des questions sur elle-même. Et tout d'un coup, elle se dit, il faut que j'aille jusqu'au bout d'un processus d'effacement, d'un processus de disparition. Puisque je suis plus sur la photo, autant éteindre la lumière, fermer la porte et décider que c'est fini.
C'est un très beau personnage, Laura Parker. C'est un des plus beaux personnages féminins, je trouve, de l'œuvre de Philippe Besson. Avec, moi, j'ai une tendresse particulière aussi pour Isabelle, les jours fragiles. Mais c'est un très très beau personnage et on se rend compte que c'est pas, évidemment, c'est pas ce jour-là. Elle s'est pas levée ce matin-là en se disant ce soir je vais me supprimer. On sent que, enfin, je parle d'une corde qui a lâché fibre à fibre. Enfin, que c'est un processus long et insidieux qui l'amène à vouloir effectivement à vouloir s'effacer, disparaître du paysage. Et c'est un très très beau personnage. Mais moi je crois qu'il y a des raisons souterraines, des raisons invisibles, comme ça, qui amènent à un moment à un acte comme celui-là, qui amène à l'irréparable. Il y a une sorte de fond de tristesse, une tristesse qui est sédimentée, et puis à un moment, c'est comme une espèce de fatigue trop lourde, et on se dit pourquoi continuer. Donc c'est ça, elle est dans un processus de résignation, mais de résignation très tranquille, parce que moi je voulais pas qu'il y ait de pathos dans ce livre-là. On la sent tout à fait en accord avec elle-même. Oui, elle s'en va. Voilà. Elle dit une phrase qui est assez étonnante. Elle dit: on peut vouloir cesser de vivre simplement parce que la vie est fade. Terrible. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est à un moment, elle ne sait plus quel sens elle doit donner à sa vie, et surtout, elle ne sait pas quelle pourrait être sa fonction, son rôle ou son utilité. Et puis surtout, c'est quelqu'un qu'on ne regarde plus. Vous savez, c'est comme ces serveuses dans les diners, elles viennent vous remettre votre café, etc. Et puis nous, on est dans nos vies personnelles, on est en train de discuter avec la personne en face, on est en train d'écrire un livre, on est en train de faire autre chose, et on ne fait pas attention. Et puis elle s'en va, et on n'a pas vu qu'elle est en train de se noyer. Et puis quand on l'apprend, vous savez, le lendemain, on se dit: ah oui, effectivement, peut-être. Et c'était juste ça, raconter des vies ordinaires, des histoires simples, et à un moment ça bascule sur un incident, sur presque rien. Et ce diner, ce snack bar, c'est là qu'écrit un écrivain français. C'est dans l'interview que vous avez donnée à Frédéric dans le Maine Libre hier, c'est le côté Hitchcockien de l'histoire. C'est un petit plaisir. Oui, c'est ça, c'est comme la silhouette d'Alfred Hitchcock dans chacun de ses films. Donc j'apparais dans ce livre-là. En 12 livres, c'est la première fois que je me suis permis une mise en abîme, donc je recommencerai pas. Non, mais c'est vrai que j'ai voulu apparaître là parce que j'ai vraiment écrit le livre là, parce que le café dans lequel elle travaille, il existe vraiment, il s'appelle le Joyce Café, il est vraiment sur Santa Monica Boulevard, et c'est vraiment le café comme on l'imagine, c'est avec le long comptoir, avec les banquettes à Moleskine, etc., avec les muffins et les cookies, et c'est vrai que je l'ai écrit là, le livre, donc je regardais le monde autour de moi, et j'avais envie de décrypter ces vies autour, voilà. Et vous expliquez que vous pouvez écrire d'autant plus facilement que le bruit et surtout les conversations, dans la mesure où elles sont en américain, c'est pas comme si vous étiez dans un café ou un bar français, quoi. Exactement, c'est une sorte de brouhaha lointain, un tumulte qui ne me dérange pas parce que je ne suis pas rattrapé par la teneur des conversations. Même si je parle anglais évidemment, mais non, mais c'est quand c'est pas votre langue maternelle, il faut faire un effort quand même pour comprendre. Donc si vous décidez de ne pas faire l'effort, c'est comme une espèce de rumeur. Voilà. Et du coup, le seul rapport qui me reste à la langue française, c'est le rapport au livre en train de s'écrire. À ce moment-là, je suis uniquement concentré sur le livre. Alors c'est le dernier jour de Laura Parker, et c'est un jour très particulier pour l'autre personnage, Samuel Jones, qui a 40 ans, et que vous appelez l'enfant battu du Mississippi. C'est parce qu'il y a une histoire familiale terrible, quoi. Il y a une enfance un peu compliquée, effectivement, qu'il a cherché à fuir. C'est quelqu'un, effectivement, qui a été élevé dans le sud des États-Unis, qui est un endroit que je connais bien aussi, mais qui est très conservateur, comme ça, très, très ancré avec des valeurs. Et c'est vrai que lui, il a eu une enfance plutôt pas reluisante et un peu violente, et donc il décide de partir, et il a gagné sa liberté. J'avais envie de ça, que ce soit quelqu'un qui ait gagné sa liberté, qui aille du côté de la Californie, du soleil, qui va vivre à Newport Beach, le long de l'océan Pacifique, et qui regarde le Pacifique quand il se lève le matin, et qui est un bohème. C'est un type qui peint, et donc il est un peu... Et qui surfe. Et il est un peu irresponsable, il est un peu détaché du monde matériel, et surtout détaché finalement de la société américaine matérielle. Et puis, ce jour-là, il va enterrer son fils Paul, et vous écrivez: Paul avait 17 ans, on ne meurt pas quand on a 17 ans, et on ne meurt pas surtout d'un suicide à 17 ans. Mais c'est la chose évidemment terrible par excellence, c'est-à-dire que chaque suicide est évidemment une stupeur pour les survivants, et on cherche à comprendre à chaque fois, on est face à l'inintelligible, l'irréparable, l'inintelligible, mais on est dans une situation encore pire, me semble-t-il, quand celui qui décide d'attenter à sa vie a 15 ans, 16 ans, 17 ans, parce qu'on se dit, mais ces gens ont la vie devant eux, pourquoi ils ont décidé une chose pareille? Donc là aussi, le romancier qui cherche à s'emparer du réel et qui essaie de comprendre des phénomènes de société
célébrités autour de lui, ben, voilà, il fait une histoire avec ça. Et voilà, donc Paul est parti, le fils est parti, et le père, il est tout d'un coup justement ramené à sa propre responsabilité. Jusque-là, il était assez irresponsable. Et il se dit, est-ce que finalement, j'ai pas été inattentif? C'est un livre sur le défaut de vigilance. C'est un livre qui dit, on a parfois autour de nous des gens qui s'en vont et on regarde pas assez bien. On n'est pas, voilà. Il faut être un peu plus attentif de temps en temps. Et du coup, après coup, on n'aime pas assez les gens autour de soi. Je pense qu'on les aime assez, mais on leur dit pas assez. Je pense que la question de ce livre, c'est celle du silence et du non-dit. Je pense que pour que ça marche, il faut le dire, qu'on aime les gens. Frédéric. Mais c'est vrai qu'enfin, l'ensemble des livres de Philippe Besson tourne aussi voilà, autour de ces solitudes et de ces silences. Enfin, c'est un peu un fil qu'on retrouve. Il faut dire aussi que le livre n'est pas, parce qu'on parle d'un suicide programmé, on parle d'un suicide d'un adolescent. C'est pas un livre. Non, c'est pas. Justement, je voulais revenir parce que c'est pas un livre qui vous fout le bourdon. Ah, non, et puis il y a un petit côté un peu, il y a un suspense puisque tous les deux non, on va surtout pas dire la fin, mais ni Laura ni Samuel ne se connaissent et c'est leur trajectoire à tous les deux, et tout l'art de Philippe Besson dans ce livre, c'est de montrer enfin leurs deux existences sur une journée, et qui se frôlent, qui s'éloignent, qui se rapprochent, et on se demande jusqu'où, s'ils vont finir par se retrouver tous les deux, et si, comme vous dites, il va la sauver d'une mort programmée. Voilà, si Samuel va sauver Laura. On parlait de références cinématographiques. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi quelque chose d'hyper réaliste dans l'écriture, comme ces tableaux hyper réalistes américains. Mais il y a toujours... Elle n'est jamais d'accord avec mes comparaisons, alors de toute façon, il y a vraiment une référence. C'est un livre très... Voilà. Où l'image est importante. Enfin voilà, Edward Hopper. Edward Hopper, oui, c'est ça. C'est pas nouveau. Voilà. Non, j'adore Edward Hopper. C'est pour ça que sur vos premières couvertures, d'ailleurs, c'était souvent les tableaux... Non, j'adore la peinture de Hopper, parce que d'abord, je trouve que c'est le peintre de l'Amérique. Je pense que c'est le peintre aussi du silence, comme ça. Vous parliez de Diner, il y a un tableau fameux de dans un diner, et puis par exemple à la fin, un peu avant la fin, quand Laura est devant la maison de ses parents et qu'elle regarde son père de l'autre côté, elle à l'extérieur, et il y a le rectangle blanc de la lumière de la pièce dans laquelle se trouve son père. On est dans effectivement un visuel et une esthétique qui est celle volontairement de Hopper, parce que c'est un peintre qui me poursuit depuis longtemps, que j'aime absolument, et donc on a toujours besoin de rendre hommage comme ça aux gens qui nous guident, qui nous influencent, vraiment l'influence de Hopper, elle est décisive dans mon écriture. Je ne l'avais pas imaginé à ce point-là, vraiment. Alors, il y a eu de très très bons papiers, il y a eu aussi quelques papiers un peu méchants, comme d'habitude. Comme toujours, oui. Et dans Le Monde en particulier, on parle de littérature compatissante, ou pour mieux dire compassionnelle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je sais pas, il faudrait demander à Chevillard qui a écrit l'article ce qu'il voulait dire. Moi en tout cas, c'est un peu tordu comme article, hein, mais bon, parce qu'il y a un critique littéraire qui invente un troisième personnage pour se moquer du livre, c'est un peu curieux, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, quand on écrit un livre, on sait qu'on s'expose à la critique, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'en tout cas, ce qu'il a sans doute voulu dire, je l'imagine, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est que moi je fonctionne sur l'empathie. Toute mon écriture, c'est ça, c'est une écriture du sensible, du sentiment, et le livre, et surtout ce livre-là, ne fonctionne que si on est avec eux, que si on est avec Laura et Samuel, que si on partage à un moment leur désarroi, et que si on les accompagne. Et toute la mécanique, c'est que le livre est écrit à la troisième personne du singulier, à elle et il, et qu'à un moment, il faut qu'on entende je. Il faut qu'il y ait ce glissement progressif qui fait que on est avec eux, on comprend qu'ils nous ressemblent, qu'on leur ressemble, que ça aurait pu nous arriver, ou que peut-être autour de nous on a eu ça et qu'on n'a pas su faire. Voilà. Mais c'est toujours cette impression qu'on a, voilà, dans ce livre-là, plus particulièrement d'être au-dessus de leur épaule, vous et après le lecteur finalement, puisque c'est vrai qu'il y a une identification. C'est une présence discrète au-dessus de leur épaule et qui les suit comme ça. Ce que j'avais fait dans l'arrière-saison, voilà, c'est le même procédé narratif. C'est le même procédé narratif que l'arrière-saison. Ouais. Alors le troisième personnage du livre, c'est Los Angeles, votre résidence secondaire. Vous y passez combien de temps par an? À peu près 4 à 5 mois. Ah oui, voilà. Quand même. Ah oui,
c'est devenu ma deuxième patrie, si je puis dire. Ouais. Et vous dites, et on le ressent dans le livre, que Los Angeles, c'est beaucoup plus calme que Paris. Mais c'est une ville incroyablement calme, c'est pas du tout une ville abrasive. Parce qu'en fait, évidemment, on a l'idée de Los Angeles et des saignées de bitume avec ses flux automobiles. Et ça existe sur Sunset, sur Santa Monica Boulevard, évidemment qu'il y a des voitures. Mais sur les rues adjacentes, c'est extrêmement calme, c'est une ville verte, etc. Donc c'est en plus une ville horizontale. Donc vous voyez le ciel en permanence. C'est une ville de ciel bleu et de palmiers. Et de, voilà. C'est aussi une ville où il fait 330 jours par an, au moins 20 degrés. Donc, donc évidemment, oui, mais du coup, ça ralentit le rythme. Les gens sont en tongs et en Bermuda. Donc vous allez moins vite que quand vous êtes en costume cravate et que vous courez au boulot. Puis c'est la ville du cinéma, donc on prend un temps différent. Bon, donc ce qui fait que oui, c'est une ville incroyablement tranquille. On peut s'y sentir bien. Moi, j'y suis extrêmement heureux, ouais. Très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette journée, parce que voilà, c'est une journée particulière où Philippe Besson, dans laquelle Philippe Besson suit deux solitudes, et pendant ce temps-là, il y a le pays qui est tourné vers le résultat de l'élection de Barack Obama. C'est très exactement ce dont je voulais qu'on parle tout de suite après la réclame.